Niveau 1, le gagnant. Tu te tiens dans une station-service. C'est un mardi soir. Tu achètes un paquet de chips et une boisson parce que tu viens de finir un shift de 10 heures et que tu n'as pas envie de cuisiner. Tu n'as pas les moyens de manger dehors. Tu n'as pas eu les moyens de manger dehors depuis des mois. Ton loyer a encore augmenté en janvier. Ta voiture a besoin de nouvelles plaquettes de frein, mais de nouvelles plaquettes coûtent 400 $. Alors tu appuies juste plus fort et tu espères. Tu as 263 $ sur ton compte courant. On est le 19 du mois. Tu fais le calcul à chaque fois que tu achètes quelque chose. Les chips sont à 4,29 $. La boisson est à 2,19 $. Tu peux te le permettre. À peine. Le jackpot est à 400 millions de dollars. D'habitude, tu ne joues pas. Tu te dis que c'est un impôt sur les gens qui sont nuls en maths. Mais ce soir, tu ressens quelque chose. Pas de l'espoir. Quelque chose de plus désespéré que l'espoir. Ce sentiment que tu as quand tu te noies et que quelqu'un te lance une corde clairement trop courte, mais que tu tends la main quand même. Tu donnes à la caissière 2 $ que tu ne devrais pas dépenser et tu dis « Donnez-moi un ticket au hasard ». Elle imprime le ticket sans te regarder. Personne dans cette station-service ne te regarde. Tu es invisible, de cette façon dont les gens fauchés sont invisibles. Tu plies le ticket dans ton portefeuille, entre un reçu d'essence et une vieille carte cadeau qui n'a probablement plus rien dessus. Tu oublies. Tu rentres chez toi, dans un appartement avec une fuite au plafond que ton propriétaire ne réparera jamais. Tu manges tes chips sur le canapé en regardant une série que tu as déjà vue 2 fois parce que tu as résilié tous les abonnements streaming sauf un. Tu t'endors avec la télé allumée. Le ticket reste dans ton portefeuille, sur le plan de travail de la cuisine, toute la nuit. Il ne sait pas encore ce qu'il est. Toi non plus. 2 jours plus tard, tu es assis sur ton canapé, à faire défiler ton téléphone, et tu vois les numéros. Tu regardes ton ticket. Tu regardes le téléphone. Tu regardes de nouveau le ticket. Tes mains tremblent. Ta vision se réduit à un petit tunnel. Et au bout de ce tunnel, il y a 6 numéros qui correspondent tous aux 6. Tu ne cries pas. Tu ne sautes pas. Tu restes assis, parfaitement immobile, pendant un long moment. Ton cerveau fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il essaie de traiter un nombre tellement énorme qu'il n'a aucun cadre pour l'appréhender. 412 millions de dollars avant impôt. Tu prononces le chiffre à voix haute et il sonne faux. On dirait un truc sorti d'un film. Tu tiens entre les mains un bout de papier qui vaut plus que ce que tu aurais gagné en 10 000 ans à ton boulot actuel. Tu ne dors pas cette nuit-là. Tu restes allongé dans ton lit, à fixer le plafond, à faire des calculs que tu n'es pas qualifié pour faire. Tu caches le ticket dans un livre sur ton étagère. Puis tu le déplaces dans un sac congélation dans ton congélateur. Puis tu le ressors et tu le mets dans ta boîte à gants. Puis tu le ramènes à l'intérieur. Tu es terrifié à l'idée de perdre un bout de papier. Tu n'as jamais été terrifié à l'idée de perdre un bout de papier auparavant. Le lendemain matin, tu appelles au travail pour dire que tu es malade. Tu cherches sur Google ce qu'il faut faire quand on gagne au loto. Le premier résultat dit « Prenez un avocat avant toute chose ». Le deuxième résultat dit « Ne le dites à personne ». Le troisième résultat est une liste de gagnants du loto qui ont fait faillite, se sont fait assassiner ou se sont suicidés. Tu fermes le navigateur. Tu t'assois dans ta cuisine. Tu es un millionnaire qui a peur de quitter sa maison. Niveau 2, le demandeur. Tu as besoin d'un avocat. Pas ton cousin qui fait des clôtures immobilières. Pas le type sur le panneau publicitaire le long de l'autoroute. Tu as besoin d'un type d'avocat bien particulier. Quelqu'un qui gère les successions à haute valeur nette, les fiducies et la protection d'actifs. Tu en trouves un en ville. Son bureau est au 22e étage d'un immeuble dans lequel tu n'as jamais mis les pieds. Il facture 6 cents $ de l'heure. Il y a 2 semaines, ce chiffre t'aurait donné le vertige. Maintenant, il ne veut rien dire. Tu signes une provision et il commence à parler de choses dont tu n'as jamais entendu parler. Fiducie révocable, fiducie irrévocable, structure en LLC, fiducies aveugles, fiducie résiduaire de charité, société familiale en commandite. Il dessine des schémas sur un tableau blanc et tu hoches la tête comme si tu comprenais. Tu comprends environ 30% de ce qu'il dit. La partie que tu comprends, c'est celle-ci. Si tu te rends au bureau de la loterie en tant que toi-même, ta vie est finie. Ton nom devient un registre public dans la plupart des États. Les journalistes vont débarquer chez toi. Des inconnus vont débarquer chez toi. Des gens à qui tu n'as pas parlé depuis 15 ans vont débarquer chez toi. Ton avocat met en place une fiducie. La fiducie réclame le prix. Ton nom ne fait pas la une des journaux, du moins pour l'instant. Tu vas au bureau de la commission des loteries avec ton avocat. Le bâtiment est décevant. Des dalles de plafond suspendues et de la moquette gouvernementale. Une femme derrière un bureau scannait ton ticket et son expression ne change pas. Elle a déjà vu ça. Tu remplis des papiers pendant 2 heures. Tu choisis le versement forfaitaire. Tout le monde choisit le versement forfaitaire. 412 millions deviennent 260 millions après la décote du forfaitaire. Ensuite, les impôts fédéraux prennent 37%. Les impôts de l'État prennent encore 6 à 8% selon l'endroit où tu vis. Tes 412 millions font maintenant à peu près 118 millions.
Ton avocat t'avait prévenu que ça arriverait. Mais tu as quand même l'impression de t'être fait voler. Tu es en colère d'avoir perdu 294 millions que tu possédais pendant environ 72 heures. Tu es devenu le genre de personne qui est contrarié de n'avoir que 118 millions. Cette transformation a pris moins d'une semaine. Niveau 3, la cible. L'argent arrive sur ton compte. Tu vois le chiffre sur un écran et il n'a pas l'air réel. On dirait une faute de frappe. On dirait que quelqu'un a accidentellement ajouté trop de zéros, mais il est là. Et maintenant, tout le monde est au courant. Tu l'as dit à 3 personnes. Ta mère, ton frère et ton meilleur ami. Tu leur as dit de ne le dire à personne. Ta mère l'a dit à sa sœur. Sa sœur l'a dit à son groupe de prière. Ton frère l'a dit à sa femme. Sa femme a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux à propos de bénédiction et d'abondance, ce qui aurait tout aussi bien pu être un communiqué de presse. Ton meilleur ami ne l'a dit à personne. Tu t'en souviendras. Ton téléphone commence à sonner. Des numéros que tu ne reconnais pas. Des gens dont tu n'as pas entendu parler depuis le lycée. Un cousin que tu as rencontré une fois à un enterrement. Ton ex d'il y a 7 ans. Le mari d'un collègue qui a une formidable opportunité d'affaires dont il adorerait discuter. Ils veulent tous quelque chose. Aucun d'eux ne le dit directement. Ils disent « Félicitations ». Ils disent « Je suis tellement heureux pour toi ». Ils disent « Tu le mérites ». Puis ils font une pause et attendent que tu proposes. Certains n'attendent pas. Certains demandent simplement « Tu peux rembourser mes prêts étudiants ? Tu peux aider avec les frais médicaux de ma mère ? Tu peux investir dans mon restaurant ? Tu peux m'acheter une voiture ? » Les requêtes sont infinies. Certaines sont déchirantes. Certaines sont éhontées. Toutes viennent avec l'hypothèse tacite que tu dois maintenant quelque chose au monde, parce que le monde t'a donné quelque chose. Tu commences à filtrer tes appels. Tu changes de numéro. Tu arrêtes d'aller aux endroits où tu allais avant, parce que chaque interaction a désormais un sous-entendu d'argent. Tu vas à ton bar habituel un vendredi soir. Et le barman qui plaisantait avec toi avant te traite différemment. Il est plus gentil, trop gentil, prudent, comme si tu étais un client maintenant au lieu d'un habitué. Les types à la table de billard te regardent et tu peux voir le calcul se faire derrière leurs yeux. Tu pars tôt et tu n'y retournes pas. Le courrier est pire. Des lettres manuscrites d'inconnus qui te racontent leurs histoires. Une femme dans un autre état dit que son fils a besoin d'une greffe de rein et que l'assurance ne couvre pas. Un homme écrit 4 pages sur la façon dont il a perdu sa maison dans un incendie et a juste besoin de 30 000 $ pour repartir de zéro. Une église que tu n'as jamais fréquentée envoie une brochure sur son fond de construction avec une note manuscrite qui dit « Dieu t'a mis en position d'aider ». Tu lis chaque lettre parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Chacune est une petite blessure. Tu les jettes et tu te sens coupable. Tu les gardes et tu te sens submergé. Il n'y a pas de réponse correcte. Tu es la même personne qu'il y a un mois et personne ne croit ça, y compris toi-même. Niveau 4, le dépensier. Tu achètes une maison. Pas la maison dont tu as besoin, la maison dont tu rêvais quand tu étais fauché, en faisant défiler les annonces immobilières à 2 heures du matin pour le plaisir. 6 chambres, 5 salles de bain, une piscine, un garage 3 voitures, une cuisine plus grande que ton ancien appartement. Tu la parcours le premier soir, et tes pas résonnent. C'est trop calme. C'est trop grand. Tu n'utiliseras jamais la salle à manger formelle. Tu n'utiliseras jamais l'aile des invités. Tu as acheté un monument à un fantasme que tu avais quand tu ne pouvais pas te l'offrir. Maintenant que tu le peux, c'est juste vide. Tu achètes des voitures. Une Mercedes pour toi, un pick-up parce que tu as toujours voulu en avoir un SUV pour ta mère. Tu achètes des vêtements dans des magasins où une seule veste coûte plus cher que ton ancien loyer mensuel. Tu achètes des montres, de l'électronique, des meubles, de l'art que tu ne comprends pas mais dont quelqu'un t'a dit que c'était un bon investissement. Tu prends l'avion en première classe pour la première fois. Le siège s'incline en lit. L'hôtesse de l'air t'appelle par ton nom. Tu manges un steak à 10 000 mètres d'altitude et tu bois du champagne, qui coûte plus cher la bouteille que ton ancienne mensualité de voiture. Tu atterris et une berline noire t'attend. Tu séjournes dans des hôtels qui facturent 800 $ la nuit pour la chambre standard et 3 000 pour la suite. Tu prends la suite. Tu manges dans des restaurants où le menu n'affiche pas les prix, parce que le genre de personne qui mange là ne les demande pas. La dépense te semble méritée. Tu as passé 15 ans à faire des boulots qui brisaient ton corps et ennuyaient ton esprit. Tu as gagné le droit de vivre comme ça. C'est ce que tu te dis. Le problème, c'est que la dépense méritée et la dépense compulsive se ressemblent exactement. Le shoot de dopamine à l'achat d'une voiture à 200 000 $ dure environ 3 jours. Ensuite, c'est juste une voiture. Ensuite, tu veux la prochaine chose. Chaque achat t'apporte moins que le précédent, mais coûte la même chose ou plus. Tu cours après un sentiment que l'argent avait promis, mais qu'il ne peut pas te donner. Tu dépenses l'argent à un rythme qui semble soutenable parce que le chiffre sur ton compte est tellement énorme que ton cerveau ne peut pas concevoir qu'il diminue. Une voiture à 200 000 $, c'est rien comparé à 118 millions. Un week-end à 50 000 $, c'est de la menue monnaie. Mais les maths travaillent contre toi d'une façon que tu ne vois pas encore. Des conseillers financiers t'expliqueront plus tard un concept appelé l'inflation du train de vie.
Ça veut dire que tes dépenses augmentent pour correspondre à ta richesse, puis la dépassent. Tu n'y es pas encore, mais la trajectoire est tracée. Niveau 5, l'investisseur. Ton avocat te présente un cabinet de gestion de patrimoine. Ce sont des gens qui gèrent de l'argent pour gagner leur vie. Ils portent des costumes coûteux et parlent de portefeuille, de diversification et de rendements ajustés au risque. Ils te montrent des graphiques. Ils recommandent un mélange de fonds indiciels, d'obligations, d'immobilier et d'investissements alternatifs. Ils te disent que si tu investis prudemment et que tu dépenses modestement, tes 118 millions vont générer 4 à 5 millions de dollars par an en revenus passifs pour toujours. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Tes enfants n'auront jamais besoin de travailler. Tes petits-enfants n'auront jamais besoin de travailler. Tu écoutes. Tu hoches la tête. Tu investis une partie de l'argent comme il le recommande. Mais ensuite, ton beau-frère te présente un projet de restaurant. Ton ancien colocataire de fac veut que tu finances sa start-up technologique. Un type rencontré à une soirée dit qu'il développe une propriété en bord de mer au Costa Rica et que les rendements sont incroyables. Tu investis dans tous les projets. Tu investis parce que dire oui est plus facile que dire non. Tu investis parce qu'être le type qui finance les choses te donne un sentiment d'importance que le simple fait d'avoir de l'argent ne te procure pas. Le restaurant ferme en 14 mois. La start-up technologique ne lance jamais aucun produit. L'affaire au Costa Rica s'avère être une arnaque à la limite du légal. Tu perds 3,2 millions de dollars dans des investissements qu'un professionnel aurait rejetés en 5 minutes. Tes gestionnaires de patrimoine t'avaient averti. Tu n'as pas écouté. Tu pensais qu'avoir de l'argent signifiait que tu comprenais l'argent. Ce sont deux choses complètement différentes. Tu apprends cette leçon de la manière dont la plupart des gagnants du loto l'apprennent. Lentement, chèrement, et trop tard pour que ça compte. Niveau 6, le philanthrope. Tu commences à donner. Au début, ça fait du bien. Tu rembourses la maison de ta mère. Tu mets en place un fonds pour les études de tes neveux et nièces. Tu fais un don à l'hôpital pour enfants de ta ville natale. Tu signes des chèques à des associations dont tu partages la mission. Tu sens que tu fais quelque chose de significatif avec cet argent, comme s'il avait un but maintenant. Le journal local écrit un article sur ta générosité. Les gens te traitent de héros. Puis les demandes se multiplient. Chaque association de l'État a ton nom sur une liste. Les galas, les dîners et les événements de collecte de fonds remplissent ton agenda. Des organisations dont tu n'as jamais entendu parler t'envoient des propositions. Tu es assis à une soirée en smoking, à côté d'une femme qui dirige un refuge pour sans-abri. Elle dit qu'ils ont besoin de 200 000 dollars pour garder les portes ouvertes tout l'hiver. Tu signes le chèque le soir même. Le lendemain matin, 3 autres organisations te contactent parce que la nouvelle s'est répandue. Des inconnus t'écrivent des lettres décrivant des situations avec un tel niveau de détail que tu n'arrives plus à dormir. Une mère célibataire avec un cancer. Un vétéran qui a perdu sa maison. Un adolescent qui a besoin d'une opération que sa famille ne peut pas se permettre. Chaque histoire est réelle. Chaque besoin est authentique et tu peux aider. C'est ça qui te brise. Tu peux vraiment aider. Alors tu le fais. Tu aides jusqu'à ce qu'aider commence à ressembler à une obligation. Tu aides jusqu'à ce que la joie de donner soit remplacée par la culpabilité de ne pas donner assez. Tu aides jusqu'à ce que tu réalises une chose que personne ne te dit. Aucune somme d'argent ne peut réparer la quantité de souffrance qui existe dans le monde. Essayer te videra émotionnellement bien avant de te vider financièrement. Tu engages un directeur de fondation pour gérer les dons. Tu crées un processus. Des dossiers, des examens, des décisions prises en comité. C'est plus efficace. C'est aussi plus froid. Tu es passé de la signature de chèques personnels à la gestion d'une bureaucratie. Niveau 7, l'isolé. 3 ans se sont écoulés depuis que tu as gagné. Tu vis dans une maison derrière un portail. Tu conduis des voitures qui te séparent du monde derrière des vitres teintées. Tu manges dans des clubs privés où l'adhésion coûte plus cher que le salaire de la plupart des gens. Ton cercle social s'est réduit à un petit groupe de personnes qui ont soit de l'argent elles-mêmes, soit qui sont payées pour être autour de toi. Ton conseiller financier, ton avocat, ton expert comptable, ton assistant personnel, ton coach sportif. Ce sont tes contacts quotidiens. Ce sont les gens qui répondent quand tu appelles. Tu leur fais confiance parce que tu les paies. Tu n'es pas sûr de faire confiance à quelqu'un que tu ne paies pas. Tes anciens amis ont disparu. Pas d'un seul coup. C'est arrivé progressivement. Tu as payé chaque dîner, chaque voyage, chaque note de bar. Ils t'ont laissé faire parce que c'était gênant de partager l'addition avec un millionnaire. Puis c'est devenu gênant d'être près de toi tout simplement. L'argent a créé une distance qu'aucun des deux côtés ne savait comment combler. Tu n'as pas changé. Ils n'ont pas changé. L'argent a changé l'espace entre vous. Ton frère n'appelle plus. Tu lui as donné 500 000 dollars pour lancer une affaire et elle a échoué. Il t'en veut de ne pas avoir donné plus. Il dit que tu aurais pu la sauver si tu avais investi davantage. Tu dis que tu lui as donné un demi-million. Vous avez tous les deux raison. Vous êtes tous les deux blessés. Aucun de vous ne le dira. Tu fréquentes des gens, mais c'est différent maintenant. Tu rencontres quelqu'un et la première chose que tu te demandes, c'est si elle t'a cherché sur Google, si elle est au courant pour l'argent.
Tu emmènes une femme au restaurant et elle commande le plat le plus cher de la carte. Tu ne sais pas si c'est juste ce qu'elle voulait ou si elle te teste. Tu fais 3 rendez-vous avec quelqu'un qui a l'air sincère. Puis sa colocataire mentionne ta fortune au brunch et tu réalises qu'elle savait depuis le début. Tu arrêtes de fréquenter des gens pendant un moment. Tu te dis que c'est par choix. Tu commences à voir un thérapeute. Elle coûte 400 $ de l'heure et elle vaut chaque centime. Tu es assis dans son bureau et tu parles de solitude à une femme que tu paies pour qu'elle t'écoute. Elle ne te juge pas. Elle ne peut pas. Tu la paies pour ça. Un jour, tu réalises que tu es entouré de services et de transactions, là où tu étais entouré de relations avant. Tout dans ta vie a un prix maintenant, même les choses qui ne sont pas censées en avoir. Niveau 8, le paranoïaque. Quelqu'un essaie de te poursuivre en justice. Un homme prétend qu'il a glissé dans ton allée pendant une fête que tu as donnée. Il veut 2 millions de dollars. L'affaire est frivole. Ton avocat l'a fait disparaître, mais ça te coûte 80 000 $ en frais d'avocat et 6 mois de stress. 2 mois plus tard, quelqu'un d'autre te poursuit. Un associé de l'un de tes investissements ratés affirme que tu lui devais une part plus importante. Ce procès-là dure 1 an. Tu acceptes de payer 400 000 $ parce qu'aller au procès coûterait plus cher. Ton avocat te dit que c'est normal pour les gens dans ta situation. Les gens avec de l'argent sont des cibles pour les litiges. C'est une industrie. Il y a des avocats qui se spécialisent à trouver des défendants fortunés et à monter des dossiers qui coûtent moins cher à régler qu'à combattre. Tu es maintenant définitivement sur cette liste. Tu seras poursuivi à nouveau. Ce n'est pas une question de si, mais une question de quand et pour combien. Tu installes un système de sécurité. Des caméras à chaque coin de ta propriété, des détecteurs de mouvement, une porte d'entrée renforcée. Tu engages un consultant en sécurité qui parcourt ta maison et te montre des vulnérabilités que tu n'avais jamais envisagées. Les fenêtres du rez-de-chaussée, l'espace entre la clôture et la lisière des arbres, le fait que ta routine quotidienne est prévisible. Il recommande un garde de sécurité à plein temps. Tu hésites, puis tu engages quelqu'un. Tu as maintenant un inconnu planté dans ton allée 12 heures par jour pour te protéger d'autres inconnus. Tu reçois des menaces. La plupart sont vagues, des emails de gens que tu ne connais pas, disant qu'ils savent où tu habites. Une lettre sans adresse de retour qui décrit ta voiture et ta routine matinale. Ton consultant en sécurité dit que la plupart de ces menaces sont sans danger. La plupart. Pas toutes. Tu as acheté une nouvelle vie avec ce ticket. Une partie de cette nouvelle vie, c'est de regarder par-dessus ton épaule chaque fois que tu marches vers ta voiture. Niveau 9, le bilan. 5 ans ont passé. Tu t'assois avec ton gestionnaire de patrimoine pour l'examen annuel. Tes 118 millions de dollars sont maintenant à 41 millions. Tu fixes le chiffre. Tu clignes des yeux. Tu lui demandes de répéter. 41 millions. Tu as dépensé 77 millions en 5 ans. Les maisons, les voitures, les investissements ratés, les procès, les cadeaux, les dons, le train de vie, les impôts sur le train de vie. Ton gestionnaire de patrimoine te montre une projection. À ce rythme, tu seras complètement à court de liquidité dans 4 ans. Tu ne le crois pas. Le chiffre est trop gros pour disparaître. 41 millions, c'est encore une fortune. Les gens travaillent toute leur vie et ne voient jamais une fraction de cette somme. Mais tu ne dépenses pas comme quelqu'un qui a 41 millions. Tu dépenses comme quelqu'un qui avait 118 millions. Les habitudes sont verrouillées. Les maisons ont des hypothèques et des taxes foncières. Les voitures ont des assurances et de l'entretien. Le personnel a des salaires. La fondation a des engagements. Le train de vie a un coût mensuel qui mettrait la plupart des petites entreprises en faillite. Tu essaies de couper. Tu vends la maison de vacances à perte parce que le marché s'est retourné. Tu laisses partir le garde de sécurité. Tu résilies l'assistant personnel. Mais tu ne peux pas vendre la maison principale parce que tu es en situation de prêt in fine. Tu as acheté au plus haut et la valeur a chuté. Tu dois plus que ce qu'elle ne vaut. Ton expert comptable t'annonce quelque chose qu'il appelle un rappel d'impôt sur une transaction immobilière d'il y a 2 ans qui a été mal structurée. Tu dois 2,8 millions de dollars au fisc en arriérés d'impôts, plus pénalités, plus intérêts. Tu ne savais pas. Tu as fait confiance aux gens que tu avais embauchés pour qu'ils sachent. Eux non plus ne savaient pas. Ou ils savaient et ne te l'ont pas dit. Tu vires ton expert comptable. Tu en engages un nouveau. Il trouve d'autres problèmes. La fondation a été mal gérée. Des fonds ont été mal affectés. Il y a des problèmes de conformité qui pourraient déclencher un audit. Chaque couche que tu soulèves révèle une autre couche de pourriture en dessous. Tu as bâti un empire financier sur une fondation d'ignorance et de confiance. Les deux s'effondrent. Les gens autour de toi commencent à partir. Pas tous en même temps. Le conseiller financier qui gérait ton argent accepte un poste dans un autre cabinet. Il envoie un email poli. Ton avocat te renvoie vers un collaborateur junior parce que ton compte n'est plus assez important pour justifier son taux horaire. Le coach sportif arrête de répondre à tes appels. Les gens qui étaient payés pour être dans ta vie s'en vont parce que le paiement devient incertain. Tu regardes l'infrastructure de ta nouvelle vie se démanteler pièce par pièce. Et en dessous, il n'y a rien. Aucun vieil ami à appeler, aucun emploi où retourner, aucune compétence que le marché valorise. Tu n'as pas travaillé depuis 5 ans.
Ton CV a un trou de la taille d'un canyon. Tu as 40 ans et tu regardes 118 millions se transformer en rien, et tu ne sais pas comment l'arrêter. Niveau 10, le fantôme. Cela fait 8 ans que tu as gagné. L'argent a disparu. Pas presque disparu, disparu. Les derniers sous sont allés au fisc, aux avocats, au règlement, aux dettes que tu as accumulées en essayant de maintenir un train de vie qui était déjà mort. Tu as vendu la maison à perte. Tu as vendu les voitures. Tu as vendu les montres, l'art et les meubles. Tout ce que tu as acheté avec joie, tu l'as vendu avec désespoir. Les chiffres à la descente font un effet différent de ceux à la montée. Tu loues un appartement maintenant. Il est plus petit que l'appartement que tu avais avant de gagner. Tu conduis une voiture d'occasion avec 145 000 km au compteur. Tu travailles dans un entrepôt de distribution parce que c'est le premier endroit qui t'a rappelé. Tu restes debout sur un sol en béton 9 heures par jour à trier des colis. Tu as mal au dos. Tu as mal aux genoux. Tu fais le même genre de travail qu'avant le ticket, sauf que tu le fais à 42 ans au lieu de 35. Et ton corps connaît la différence. Tes collègues ne savent pas pour l'argent. Tu ne leur dis pas. Quand quelqu'un à l'entrepôt parle du loto et dit ce qu'il ferait s'il gagnait, tu ne dis rien. Tu continues juste à trier des colis. La maison de ta mère est toujours payée. C'est la seule chose que tu ne regrettes pas. Mais elle ne te regarde plus de la même façon. Elle t'a vu t'élever puis chuter en moins d'une décennie. Elle t'a vu devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, puis redevenir quelqu'un qu'elle reconnaissait mais ne pouvait pas aider. Elle t'aime. Elle a aussi peur pour toi d'une manière qui n'existait pas avant. Avant l'argent, tu étais stable. Tu galérais, mais tu étais stable. Maintenant, elle peut voir quelque chose derrière tes yeux qui n'était pas là avant. Une fatigue que le sommeil ne répare pas. Ton frère ne te parle toujours pas. Les 500 000 $ que tu lui as donnés n'étaient pas assez. Puis l'argent a disparu et tu n'as pas pu donner plus. Il l'a pris personnellement. Il a dit à ta mère que tu étais égoïste. Tu l'as appris à travers la famille et c'est resté dans ta poitrine comme une pierre. Tu as donné des millions. Tu as donné jusqu'à n'avoir plus rien. Et le mot que ton propre frère utilise, c'est égoïste. Ton meilleur ami, celui qui n'a jamais rien dit à personne, répond encore quand tu appelles. C'est le seul. Il n'aborde jamais le sujet de l'argent. Il ne le fait jamais. Vous êtes assis dans son salon un dimanche à regarder le foot, et c'est presque normal. Presque. Mais il y a un écart maintenant. Il est propriétaire de sa maison. Il a un compte retraite. Il a la vie que le travail régulier et les décisions prudentes construisent avec le temps. Toi, tu avais cette trajectoire autrefois. Le ticket t'a fait dérailler et tu n'as jamais retrouvé ton chemin. Tu dois encore 340 000 $ au fisc en pénalité restante. Tu es sur un plan de remboursement. Tu fais ta déclaration d'impôt chaque année maintenant, avec l'attention de quelqu'un qui s'est brûlé. Ton score de crédit est dans les 5 cents bas. Tu ne peux pas obtenir de carte de crédit. Tu ne peux pas financer une voiture. Tu ne peux pas louer un appartement décent sans un garant. Tu es dans une situation financière pire qu'avant de gagner. Avant le ticket, tu avais 23 000 $ de dettes et un travail qui les couvrait. Maintenant, tu as 6 chiffres de dettes et un travail qui couvre à peine le loyer. Tu es passé de pauvre à riche à pauvre à nouveau. Sauf que la deuxième fois est pire, parce que tu sais ce que tu as perdu. La première fois que tu étais pauvre, tu ne connaissais rien d'autre. Cette fois, tu sais. Tu sais ce que ça fait d'être en première classe. Tu sais ce que ça fait d'entrer dans un restaurant et de ne pas regarder les prix. Tu sais ce que c'est d'avoir des gens qui répondent à tes appels dans la minute. Cette connaissance est une forme de torture en soi. Tu ne peux pas désapprendre ce que l'argent te procurait comme sensations. Tu peux seulement vivre sans et te souvenir. Parfois, tu passes devant la station-service, celle où tu as acheté le ticket. Elle est pareille. Les mêmes lumières fluorescentes, le même présentoir de tickets de loto derrière le comptoir. Tu regardes les gens entrer, acheter leur ticket au hasard et ressortir avec cette petite étincelle d'espoir pliée dans leur portefeuille. Tu as envie de leur dire quelque chose. Tu as envie d'entrer, de les attraper par les épaules et de leur dire quelque chose de vrai. Mais tu dirais quoi? Ne jouez pas. Ils n'écouteraient pas. Faites attention à ce que vous souhaitez. Ils se moqueraient de toi. Tu aurais l'air d'un fou. Un type fauché dans une voiture d'occasion qui dit aux inconnus de ne pas souhaiter avoir de l'argent. Ils te regarderaient avec pitié. Et le pire, c'est que tu le mérites. La vérité, c'est qu'il n'y a rien que tu pourrais dire qui les préparerait. L'argent est la partie la plus facile. L'argent, c'est simple. C'est tout ce que l'argent fait au monde autour de toi, ce dont personne ne te prévient. La façon dont il réorganise toutes les relations. La façon dont il remplace la confiance par des transactions. La façon dont il te donne tout ce que tu as toujours voulu et t'enlève des choses dont tu ne savais pas que tu avais besoin. Et puis l'argent s'en va aussi, et tu te tiens debout dans les décombres d'une vie que tu as fait exploser de tes propres mains, en tenant le reçu. Quelque part, en ce moment même, quelqu'un se tient au comptoir d'une station-service. Il tend 2 $ pour un ticket au hasard. Il imagine la maison, la voiture, la liberté, la tête de sa mère. Il imagine une vie sans souci. Il n'a aucune idée de ce qu'il souhaite vraiment. Il n'a aucune idée que le ticket dans sa main n'est pas un cadeau. C'est un détonateur, et tout ce qu'il touche finira par brûler. Il le comprendra.
Il le comprend toujours. Le cycle continue.